animer ce soir le débat avec la réalisatrice Rouba Kadpe et le géographe Eric Verdeil, professeur à l'école urbaine de Sciences Po et spécialiste du Liban. Je rappelle aussi pour notre public qu'Eric a publié plusieurs ouvrages de référence sur le Liban, dont notamment Beyrouth et ses urbanistes, une ville en plan, à l'IFPO-Brest en 2010, l'Atlas du Liban, territoire et société en 2007, l'Atlas du Liban, les nouveaux défis en 2016 et son dernier ouvrage est l'Atlas des mondes urbains qui est paru aux presses de Sciences Po en 2020. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être là ce soir et d'avoir aussi accepté cette invitation. Donc nous venons d'achever le visionnage du film Le territoire d'exil Ozaï-Beyrouth qui soulève, comme je l'ai déjà dit en introduction, un certain nombre d'interrogations. Peut-être une première question à toi, Rouba. Comment est née l'idée de faire un documentaire sur un quartier populaire et pourquoi avez-vous choisi celui de Ozaï ? Et pourquoi aussi avoir adopté justement la méthode du film documentaire pour mener cette recherche-là ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Bonsoir, merci Isabelle et Le Carême pour la projection de notre film et merci à tous ceux qui sont là pour regarder le film et à Eric Verdeil aussi d'avoir accepté de discuter ce travail. En fait, avant le film, il y a une thèse. Donc c'est vraiment la thèse qui est à l'origine de ce travail. Donc, dans le cadre de mon doctorat, je travaille sur les quartiers populaires de Beyrouth, en particulier Ozaï et un autre quartier, Hosh el-Qatil. Et donc, dans le cadre de ce travail, je me suis toujours intéressée dans la réalisation audiovisuelle qui prend de plus en plus de place dans la recherche en géographie et les recherches urbaines. Et donc en 2020, c'était l'occasion de rencontrer Rania et donc comme j'ai pas toutes les compétences pour réaliser un travail audiovisuel, donc notre collaboration était bien adaptée en fait pour ce travail. Il y avait une autre question. Pourquoi le choix de Ozaï ? Oui, alors c'était un choix, quand j'ai proposé mon premier projet de thèse qui portait sur un sujet un peu différent de mon sujet actuel, c'était sur le rôle du commerce dans la fabrique des quartiers populaires. Et donc Ozaï est un exemple représentatif au Liban parce que c'est un pôle commercial très très important à l'échelle du pays. Il y a des gens qui viennent des régions, de toutes les régions libanaises pour acheter notamment des meubles ou réparer des voitures. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur Ozaï et pendant mon premier terrain, j'ai découvert l'ampleur du marché locatif informel de logements et des locaux commerciaux. Et ça a fait que mon sujet de thèse a dévié vers plutôt la location informelle. Nous avions tout à l'heure discuté un peu et peut-être on peut aussi dire quelques mots à notre public. Comment tu as en fait rencontré ces personnes qu'on voit dans le film, puisqu'il ne faut pas s'imaginer que tu es arrivé avec ta caméra pour les filmer, donc il y a vraiment une approche déjà de longue durée qui s'était installée. Et donc Rouba, elle a effectivement travaillé dans l'ONG qui est apparue dans le film auprès des enfants, donc peut-être tu pourrais aussi en dire un mot sur ça. Donc le film, je l'ai réalisé pendant ma 3e année de thèse. En tout cas, on l'a tourné pendant la 3e année. Et donc c'était le résultat de 15 mois de terrain et d'immersion dans ces quartiers populaires de Beyrouth. Et donc la plupart des gens qu'on voit dans le documentaire, c'est des gens que je connaissais depuis des mois. Et donc la relation de confiance, elle était en quelque sorte établie avec eux. Et donc c'est pour ça que c'était facile de les filmer et
enfin la parole pour eux en tout cas était plus facile parce qu'on avait déjà des relations et avec certains il y a des relations d'amitié aussi, donc voilà, c'était une construction sur la longue durée. Pareil pour l'ONG, donc j'ai commencé, j'ai pas travaillé tout le long de ma thèse à l'ONG, mais sur les derniers mois de terrain, j'étais à l'ONG et c'était l'occasion aussi de rencontrer surtout les femmes syriennes parce que leurs enfants prenaient des cours en fait, et je donnais des cours à leurs enfants, donc voilà, c'est de cette façon-là que j'ai établi des liens avec les habitants d'Ouzaren. Merci beaucoup. Je me tourne vers Eric. Le documentaire, il démarre assez fort. Dès la 3e minute, on arrive à une problématique assez centrale au Liban. Pardon, le micro il coupe. Qui est la problématique du traitement des déchets et des eaux usées. Tous les habitants en fait, de ce quartier, dont notamment le jeune Santo qu'on voit dans le documentaire, ils dénoncent donc ouvertement ce problème et aussi la mentalité des habitants qui jettent leurs déchets par les fenêtres. Donc, mais au-delà de cette mentalité, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de fond un peu plus large qu'on pourrait évoquer à ce stade, à savoir l'inefficacité, pour ne pas dire carrément l'absence de l'État dans ces quartiers. Et peut-être on peut aussi étendre cette question-là à l'électricité, puisque tu as travaillé pas mal sur ce sujet, et peut-être aussi la question de l'approvisionnement de l'eau, puisqu'elle est aussi évoquée à la fin du film, Eric. Oui, merci. Mais tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation à voir ce film, à visionner ce film. Et je voudrais vraiment adresser toutes mes félicitations à Rouba parce que c'est un travail très, très intéressant, original par le choix du sujet, puisque c'est quand même un quartier de Beyrouth qui est très, très mal connu, qui a en fait, sur lequel pèse beaucoup de préjugés. C'est un endroit où les gens ne vont pas. Il y a des questions aussi de territoire politique qui peuvent se poser, on en parlera peut-être. Et donc, en tout cas, c'est très intéressant de lever le voile sur ces quartiers et de pouvoir donner accès à la parole de ces personnes et de nous faire voir comment ils vivent. Et au fond, d'une certaine manière, et peut-être paradoxalement, peut-être que c'est aussi l'effet de la saison, c'est l'été, etc., mais on sent une certaine joie de vivre, en tout cas pour une partie des habitants qui sont là depuis longtemps, qui ont leurs repères, qui ont des modes de vie qui sont stabilisés. Ils vivent en famille, il y a une interconnaissance forte, on sent aussi des logiques de solidarité. Donc, contrairement à l'image qui est souvent véhiculée sur ces quartiers, au fond, la première image, c'est celle peut-être d'une réhabilitation. Hein. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Mais du coup, j'en viens à la question que Isabelle vient de poser, c'est-à-dire que cette apparente joie de vivre, voilà, elle doit aussi faire avec ces conditions sanitaires, environnementales, qui sont particulièrement terribles, hein, avec, effectivement, on le voit, c'est pas tant que le quartier est très sale, il n'est pas si sale, bon, on voit des déchets un peu qui traînent par terre, des plastiques au bord de la mer, mais bon, c'est sûr que c'est la question de la pollution par les rejets d'eau. En fait, ce quartier se trouve effectivement pas loin du point d'arrivée des égouts, et enfin voilà, à Beyrouth, il n'y a pas de véritable station de traitement des eaux, et donc voilà, et là où se baignent ces gamins, voilà, si on mesurait sans doute les pathogènes dans l'eau, c'est sûrement pas terrible, et voilà, et les poissons qui ont beaucoup disparu, c'est aussi sans doute que la mer est très très polluée. Donc ça, c'est évidemment un premier problème, l'absence d'assainissement qui dans les moments d'hiver en particulier doit se ressentir d'une manière beaucoup plus forte encore, parce que l'eau ne s'évacue pas, l'eau de pluie ne doit pas s'évacuer, donc elle doit se charger aussi de diverses pollutions. Alors, en plus de ça, eh bien,
les autres services urbains donc ne fonctionnent pas très bien, ou pas du tout. Alors on perçoit quand même dans le film quelques infrastructures électriques qui sont manifestement les infrastructures de l'État, hein, des câbles plus gros, plus solides, etc. Donc ces quartiers qui sont illégaux, donc pendant longtemps l'État n'apportait pas l'électricité dans ces quartiers-là, mais en fait il y a eu aussi au fil du temps des campagnes de raccordement un petit peu, mais bon on sait très bien qu'au Liban cette électricité de l'État elle est très intermittente, elle se coupe tout le temps, et ces quartiers subissent particulièrement ces coupures, parce que la pression est très forte dessus, d'ailleurs un des interviewés le dit. Donc il y a ce problème-là. Et pour l'eau, je pense que la situation est beaucoup plus dramatique. Et parce que, d'ailleurs, en fait, il y en a un qui témoigne, il dit en 1976, quand je suis arrivé, j'ai pris une maison, elle avait un compteur, donc il y avait l'électricité officielle, mais par contre, il n'y avait pas l'eau, c'était un puits. Donc on voit bien la différence. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ces questions d'approvisionnement en eau potable sont restées effectivement déficientes, il n'y a pas eu de campagne. Et donc au contraire, ils continuent à prendre de l'eau, et qui doit être en plus de l'eau très salée. Donc c'est évidemment des problèmes, et donc ils doivent aussi amener, on ne le voit pas, enfin c'était pas l'objet du film, mais j'imagine qu'ils amènent des camions, il doit y avoir des petites, comment dirais-je, des tricycles là qui viennent apporter des barriques d'eau, des galons. Donc on imagine que là aussi tout ça est très informel, et donc ça témoigne de l'absence de l'État dans ces secteurs. Bon, je ne parle même pas de la collecte des déchets qui doit être aussi très, très déficiente. Donc de ce point de vue-là, l'État est très absent, et on voit bien que ce sont les habitants qui ont très largement fabriqué les rues, ils ont eux-mêmes bétonné, etc. Mais cela dit, moi c'est aussi une question que j'avais, c'est-à-dire la municipalité, donc je pense que c'est Borj Barajneh, la municipalité, et un peu Robeiré. Donc, quel est leur rôle, et est-ce que quand même ils interviennent un petit peu sur les espaces publics ou pour traiter ces petites questions de déchets, de choses comme ça? Alors oui, les municipalités prennent en charge, je pense, quelques collectes de déchets et aussi l'approvisionnement de l'eau. Il y a les organisations satellites de Hezbollah qui s'en chargent de temps en temps. Après, l'assainissement des égouts, par exemple, c'est vraiment, moi j'ai vu beaucoup, je ne sais pas si la municipalité intervient de temps en temps, mais moi j'ai vu souvent des gens eux-mêmes en train de faire les installations nécessaires qui vont vers la mer sûrement. Donc j'ai vu plusieurs fois cette scène dans le quartier. Après, la municipalité, c'est un peu un autre sujet, mais intervient beaucoup sur les constructions illégales. Ces dernières années, c'est très très contrôlé, et c'est très difficile de construire ces derniers temps. Donc quand même, les municipalités sont assez présentes dans ces quartiers, oui. Merci Rouba. Je voudrais rester un peu avec les habitants des quartiers qu'on a vus dans ton film, donc des personnes qui ont rejoint Rosaï à différents moments de leur vie, mais qui ont quand même quelque part un point en commun, qui est souvent un conflit qui les a poussés au départ. Et donc dans le film, nous voyons des déplacés de la Nakba, donc de 48. On voit aussi le monsieur qui parle du massacre de la Quarantina, donc en 76. On parle de la guerre israélo-libanaise en 2006, et puis on parle enfin de la situation en Syrie. Donc tous sont quelque part des conflits qui ont poussé ces gens à migrer et donc à s'exiler à Osaï. Donc comme le titre de votre film le laisse peut-être déjà entendre, est-ce qu'on peut vraiment conclure à ce que Osaï, ou ce territoire, ce quartier, constitue un véritable réceptacle finalement quelque part de personnes, de réfugiés, d'exilés, et pourquoi en fait il continue à l'être en fait à travers le temps. On l'a vu, donc des personnes qui sont arrivées assez tôt, mais aujourd'hui ce trend continue finalement avec les Syriens. Oui, du coup, je pense, bien sûr, il
une grande partie des habitants, c'est des gens qui se sont installés ici, viennent d'un exil forcé lié à des guerres et de conflits. Après, bien sûr, il y a eu des migrations rurales au Liban, il y a la croissance naturelle des habitants du quartier, donc il ne faut pas du tout oublier ça. Mais c'était l'idée du film de mettre l'accent quand même sur les migrations forcées, sans bien sûr nier le fait qu'il y a d'autres types aussi de migration et de croissance naturelle. Et donc, Ouzaï, dès le départ, avec d'autres quartiers de la banlieue sud, s'est construit sur des terrains qui étaient susceptibles à l'installation illégale. Donc, dès l'origine, c'est Valérie Claire aussi qui a montré, qui a travaillé beaucoup sur ces sujets. C'était en banlieue, c'était des terrains un peu abandonnés, un peu dévalorisés, il y avait quand même des projets d'extension de la ville vers ces terrains, mais quand même, c'était des statuts très... il y avait des litiges sur les statuts des terrains, donc c'était l'opportunité pour les plus pauvres, notamment, et ceux qui ont exilé, qui ont subi un déclassement social, de s'installer. Et ça continue parce que ça reste toujours... un exilé, ce qu'il cherche... l'un des facteurs déterminants de son installation, c'est le logement, et le logement abordable. Donc, dans ces quartiers, c'est possible de trouver un logement abordable. Ensuite, il y a d'autres ressources, telles que le travail, dans le marché de gros de Beyrouth qui est à côté, dans d'autres aussi métiers qui peuvent, dans les commerces, on voit beaucoup, par exemple en ce moment, des réfugiés syriens qui travaillent dans les commerces. Donc, il y a des opportunités de travail. Et aussi, pour certains, c'est aussi à l'abri des autorités, comme il y a beaucoup de situations de clandestinité. Donc, pour eux, c'est mieux d'être dans ces quartiers que dans les quartiers centraux de la ville où il y a plus de présence policière. Et je pense, oui, ça reste quand même quelque part une ressource pour toute personne exilée et qui veut s'installer en ville, en tout cas. Merci beaucoup. Et en tant que géographe et urbaniste, quel regard portes-tu sur les constructions informelles à Ouzaï ? Donc on a vu dans le film, effectivement, et ça c'était, je trouvais très bien, les anciennes photos lorsque Ouzaï était encore une plage avec des routes sablonneuses. Aujourd'hui, on est effectivement très loin de ces images idylliques. Comment expliquer que l'État a laissé faire alors qu'il s'agissait là manifestement d'un terrain public ? Alors, je pense que ce qui est intéressant dans ce qui est montré, c'est de comprendre que cette urbanisation, elle s'est faite au cours d'une longue histoire maintenant, plus d'une cinquantaine d'années, même probablement peut-être un peu plus, parce que je pense que ça commence vraiment dans les années 58, par là. Et d'abord, comme ça a été souligné, comme tu l'as dit toi-même, plusieurs moments, il y a eu des vagues de migration qui étaient des déplacements forcés et dans des contextes où l'État ne contrôlait plus rien. Donc, donc les gens se sont installés, ils ont pris des terrains qui étaient donc, soit sur des terrains publics, soit sur le domaine littoral, mais aussi donc, des méchas et des terrains donc, collectifs qui en fait ont un statut différent, qui sont des terrains communautaires en fait. Et pour lesquels, et puis il y avait la question des litiges aussi, donc finalement pour lesquels il y avait aussi une certaine incertitude et une certaine indétermination. C'est-à-dire que, donc d'une part, il y a un fait de force, ils se sont installés, et puis une fois qu'ils étaient là, ils étaient protégés souvent par des partis politiques qui sont dominants dans la région et qui étaient capables de les protéger. Et certains de ces partis politiques, depuis 30 ans, sont en fait associés au pouvoir et donc continuent de protéger ses habitants. Donc bien entendu, cette présence continue et le fait qu'on ne détruise pas ces quartiers, par exemple, renvoie au fait que malgré leur situation d'illégalité, ils sont protégés et que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour ces habitants que d'être là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va les renvoyer? De toute façon, il nous dit, le gars, lui, il était originaire, sa famille, de la quarantaine, on ne va pas le renvoyer là-bas parce que
s'est occupé, etc. Donc ça, c'est un premier point que je voudrais souligner. Et un deuxième point qui me paraît très intéressant, c'est que, en fait, le maintien de ces quartiers, la non-intervention de l'État, elle s'explique aussi parce qu'au fond, le développement de ces quartiers offre à ses habitants des ressources, hein, et c'est très bien expliqué, ils le disent à plusieurs reprises. Nous, finalement, on a construit des chambres, on a construit des nouveaux étages, etc. On les loue, et je crois que c'est le sujet de la thèse, hein, et on peut avoir des revenus comme ça. Et donc, de ce point de vue-là, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce quartier qui, effectivement, au début, on disait toujours, voilà, Osaï, c'est un endroit où une centralité commerciale et tout. Moi, quand j'étais à Beyrouth, j'étais venu acheter mon salon là-bas, hein, donc je vois très bien. Mais je pense que si on faisait aujourd'hui le bilan des flux financiers dans ces quartiers, en réalité, le secteur de l'immobilier est devenu un secteur majeur de cette économie. C'est une économie informelle, mais qui est en fait un très gros secteur pour recycler l'argent qui arrivait jusqu'à très récemment au Liban. Donc l'argent des investissements internationaux, l'argent des ONG, donc ça a permis aux habitants du quartier, qui sont de populations défavorisées, oubliées par l'État pour le plan des services publics, etc., mais au fond, ils ont bénéficié d'une tolérance de la part de l'État et de la part des gens qui les protègent dans l'État pour finalement faire du business d'une certaine manière, du business immobilier. Et de ce point de vue-là, à son échelle et avec tout le côté cracra que c'est, Osaï, c'est pas différent de Solidaire ou d'autres quartiers de Beyrouth qui se sont couverts de tours, etc. C'est au fond, c'est la même économie, simplement à une échelle un peu différente. Et donc de ce point de vue-là, il participe complètement du modèle de régulation de l'État, qui est de dire je fais rien, mais je fais arriver l'argent dans le pays, et cet argent, en circulant notamment par la rente immobilière, il va permettre à pas mal de gens de s'en sortir. Alors bien sûr, tout ça, ça fait aussi des pauvres, mais ces pauvres, on compte sur les ONG, l'argent qui arrive par l'aide internationale, pour les laisser survivre, et puis du coup, les gens qui sont propriétaires, entre guillemets, parce qu'en réalité, ils ont des titres qui sont assez discutables, bénéficient aussi de ce système-là. Et même dans les années 2010, je crois que ça a été tout à fait discuté entre l'État et les ONG, et les organisations internationales, de dire il ne faut pas simplement aider les pauvres Syriens, il faut aussi que les Libanais en profitent, parce que sinon on va avoir des tensions sociales trop fortes. Et donc je crois que là, en fait, c'est la concrétisation de ce modèle-là. Donc ça explique ce paradoxe d'un État qui laisse faire cette économie de la construction. Merci beaucoup. Peut-être Roba, tu veux réagir, parce que j'avais une question qui allait aussi dans le sens de ce qu'Eric vient de dire, c'est-à-dire on a vu dans ton documentaire que les propriétaires préféraient désormais louer, et même louer par pièce et non plus la maison en entier. Donc la question que je me posais aussi, c'est finalement ça n'aide pas plus ce quartier, ça le tire plutôt aussi vers le bas. Ça sert les propriétaires, certes, parce qu'ils peuvent aller ailleurs, mais pour le quartier, ça ne le sort pas vraiment de la, entre guillemets, pauvreté. Alors oui, c'est en fait là aussi il y a un paradoxe, parce que moi, ce que je montre dans mon travail, c'est comment, par exemple, le marché locatif informel, mais ça, c'est pareil pour le commerce, ça contribue à une ascension sociale d'une partie de la population. J'ai une typologie de propriétaires, je parle même de grands propriétaires, c'est des gens qui s'enrichissent vraiment de l'immobilier et de la location en particulier. Donc pour une partie de la population, ça les tire vers le haut, et ces gens-là, en grande partie, n'habitent plus le quartier. Mais leur investissement, c'est dans le quartier, leur commerce, leur investissement immobilier, il est dans le quartier. Et donc, de l'autre côté, c'est d'autres pauvres, en fait, qui vont arriver, qui vont louer. Et déjà, ça a deux conséquences, entre autres. La première, c'est que en fait, le quartier, maintenant, il est l'image d'une marge encore plus forte qu'avant, parce que pour les habitants de Beyrouth, pour les habitants d'Osaï eux-mêmes, c'est maintenant un quartier habité par des réfugiés. Donc c'est plus Osaï qu'on connaît avant, le village qui ressemble à un village libanais. Et l'autre, et ce qui sortait beaucoup lors de mes entretiens, c'est que
pour les habitants, les anciens habitants, il y a une dégradation très forte du quartier, du bâti, des appartements, parce qu'il disait qu'un propriétaire il va prendre soin de sa construction, son immeuble, alors que les locataires ne vont pas investir pour un appartement loué. Les propriétaires, tant qu'ils louent et qu'ils profitent, ils ne vont pas forcément faire des travaux. Et donc oui, en fait, l'image de quartier, elle se tire vers le bas, et aussi le bâti, les services. Il y a beaucoup de choses qui tombent en panne, qui ne sont pas réparées, et les gens disaient que ce n'était pas le cas quand c'était des propriétaires qui habitent le quartier. Merci beaucoup, Rouba. Peut-être aussi une question là plutôt pour Eric, puisque le micro il ne veut pas trop fonctionner ce soir. Donc plutôt une question pour Eric concernant l'absence de réglementation pour la location de manière générale. Je ne sais pas si tu pourrais éventuellement nous donner quelques réflexions là-dessus, et aussi sur la question de l'accueil des réfugiés, et notamment des réfugiés syriens au Liban et dans ces quartiers populaires en particulier. Là, je pense que Rouba serait certainement plus capable que moi de répondre, notamment sur les aspects réglementaires. Mais moi, du coup, ça me donne l'occasion peut-être de répondre, enfin de rebondir et de poser une autre question à Rouba concernant finalement les relations sociales dans ce quartier. Parce que à 2 ou 3 moments, on perçoit de manière très discrète, mais des tensions. Il le dit au début, il y a ces habitants que je n'aime pas, etc. Donc on imagine que c'est justement à l'égard des Syriens qu'il y a une animosité, mais bon, peut-être je me trompe. Donc voilà, et donc on comprend aussi au fil des entretiens que depuis l'arrivée des Syriens, l'accès aux ressources est devenu plus difficile, donc l'eau potable arrive moins. J'imagine que c'est la même chose pour l'électricité. Et donc, voilà, moi j'aimerais bien que peut-être tu nous expliques, outre de répondre à la question d'Isabelle sur l'aspect de la réglementation de la location, parce que je ne me risquerai pas à faire étalage d'approximation, mais aussi sur ces questions de relations sociales dans le quartier. Alors pour la location, en fait, donc moi j'ai étudié un peu pour pouvoir qualifier le marché sur lequel je travaille d'informel, j'ai quand même consulté les règles. Et donc, en fait, il faut bien il faut que je précise que la location informelle, elle n'est pas propre au quartier populaire. Il suffit de n'importe qui d'entre nous d'habiter Beyrouth dans n'importe quel quartier, et on loue presque tous d'une manière informelle. Ce qui est particulier en fait de travailler sur le marché locatif informel dans ces quartiers, c'est justement les rapports sociaux et les transformations socio-spatiales que ça induit. C'est moteur en fait dans en ville, on n'a pas toute la liberté qu'on peut avoir dans ces quartiers, dans les aménagements intérieurs des appartements, dans la location à plusieurs personnes, pour plusieurs familles, et aussi la façon dont les propriétaires ont investi dans le développement de leur immeuble uniquement pour l'adapter à la location. Donc ce sont des formes de liberté d'appropriation qu'on ne peut pas voir souvent dans des quartiers dits formels. Donc d'un côté, il y a cet aspect-là, et de l'autre, il y a les rapports sociaux. Moi l'idée de filmer, en fait, c'était de montrer l'espace créé justement par ces rapports sociaux. C'est un espace social créé par beaucoup de tensions, et je pense que c'est pas nouveau, c'est pas que l'arrivée des Syriens, ça a toujours existé. L'altérité, elle est très très forte en fait. Dès qu'il y a une vague migratoire avec des nouveaux arrivés, il y a toujours des rapports de force, de domination, voire de violence qui s'installent entre anciens et nouveaux, entre propriétaires et locataires. Et donc ça se voit fortement dans l'espace, parce que
en fait, par exemple, les propriétaires, ils imposent leurs règles sur les locataires, d'autant plus qu'ils ils viennent de communautés différentes. Les habitants d'Ouzaï en majorité chiite, les locataires en majorité sunnites, et il ne faut pas oublier toutes les travailleuses asiatiques et africaines, notamment de l'Éthiopie, de Bangladesh, qui pour une partie sont chrétiennes. Et donc, par exemple, parfois juste l'expression de sa religion dans l'espace, elle est interdite parce que ça ne plaît pas aux propriétaires. Et c'est juste un exemple, on peut en citer plein. Et donc, bon, c'est un aspect aussi que je traite dans ma thèse et qui montre clairement comment les rapports sociaux façonnent l'espace ces quartiers sont plus susceptibles à ce forme de rapport que d'autres, je pense. Je voudrais réagir sur un point parce que justement en voyant le film, je me suis fait la réflexion que c'était très original pour un travail sur le Liban que la question de l'appartenance confessionnelle n'est pas mentionnée. Elle n'est pas mentionnée par les habitants eux-mêmes, sauf erreur de ma part. Donc quand on connaît le Liban, on devine un petit peu, mais en même temps, il y a aussi sans doute beaucoup de nuances. Et en fait, c'est frappant de voir que cet espace est aussi un espace de coexistence communautaire. Certes, beaucoup d'habitants sont des chiites, mais on voit bien qu'il y a d'abord un Palestinien, qui est donc certainement pas chiite, probablement pas chiite. On voit aussi peut-être, alors moi je ne sais pas, mais l'une des personnes qui vient de la quarantaine, on se demande s'il n'est pas peut-être issu d'une famille bédouine, donc des Arabes. Donc là encore, c'est sans doute des sunnites, mais surtout donc c'est un autre type d'organisation sociale. On mentionne au tout début les familles tribales, justement, qui renvoient à d'autres formes d'organisation sociale. Bref, moi j'ai trouvé que c'était un thème très, très intéressant, mais qui n'était pas du tout mis en avant, et de ce point de vue-là, c'est original. Et je tiens à souligner que du coup, ça met en avant la question des relations économiques entre les habitants, la question de ces inégalités, etc., plus qu'une sorte de discours automatiquement communautaire qu'on plaque trop souvent sur le Liban. Donc c'était, à mon avis, une des réussites, des points d'intérêt du film. Oui, en fait, c'est l'entrée par la location et les rapports issus de la location, ça décentre vraiment le regard de cette approche communautaire très collée au Liban tout le temps. Et on voit par exemple justement la personne palestinienne, le propriétaire, et la personne de la quarantaine ne sont pas chiites, mais ils ont le même rapport avec les nouveaux qui vont arriver, donc ils sont considérés comme des anciens, ils ont des liens très très forts avec leurs voisins, et s'ils m'ont pas dit qu'ils étaient palestiniens ou bédouins, j'aurais jamais cru qu'ils étaient d'une autre communauté ou d'une autre nationalité. Et là, ce qui est très intéressant dans ce genre de construction sociale et des sociabilités, de cohabitation, même de coexistence très difficile des fois, c'est le temps en fait, le temps long, le temps d'adaptation. Là, on parle beaucoup des rapports avec les Syriens, mais on ne sait pas dans 20-30 ans, ça va recommencer quoi, avec peut-être d'autres vagues migratoires, et donc le temps est une dimension très très importante en fait par rapport à toutes ces questions. Merci beaucoup Rouba. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir avec le débat avec le public. Eric l'a laissé déjà entendre dans ses questions. On parle ici d'Ouzaï, et donc qui est quand même un fief finalement du Hezbollah. Ça aussi, on voit pas trop la présence en fait du Hezbollah dans le documentaire, à part peut-être quelques drapeaux qu'on peut apercevoir si on est très attentif. Mais on peut quand même se demander comment le Hezbollah contrôle ce type de quartier, quelle est l'emprise qu'ils ont aussi sur les habitants. Est-ce qu'il y a pas là aussi l'économie informelle, du racket qui existe dans le quartier?
et surtout comment eux ils perçoivent justement cette mixité dont Eric parlait, cette mixité confessionnelle qui existe dans le quartier. Les gens manifestent des fois, par exemple, quand il y a des coupures d'électricité, donc en dépit de toute la pression des partis politiques, il y a des jeunes qui vont couper la route pendant des heures, ça a bloqué toute l'entrée de Beyrouth. Donc les gens aussi réclament des fois des droits ou des demandes. Et aussi, il ne faut pas oublier, et ça moi je l'ai découvert dans le quartier, on en parle très peu, mais les grandes familles, les clans, c'est un poids politique et armé qui est très très fort et ça pèse énormément dans ces quartiers. On parle très peu, c'est eux, ils gèrent en fait des parties par exemple de la location, du commerce et le Hezbollah, c'est un peu, ils sont parfois au même niveau quoi. Et donc ça c'est très très intéressant à quand même à mentionner. Après, par rapport à l'accueil des Syriens, je pense, et ça c'était beaucoup des amis qui habitent la banlieue sud d'une manière générale, qui me disaient que en fait l'accueil, même si c'était en partie des sunnites en fait, et il y a eu toute la période où on avait peur d'avoir des personnes radicalisées, extrémistes parmi les Syriens qui vont entrer dans la banlieue sud, mais ils ont toujours géré ça avec beaucoup de précautions justement pour éviter toute tension. Et donc c'est pour ça il y a eu aussi la possibilité d'accueillir tout ce nombre de réfugiés parce qu'ils voulaient, je pense, éviter toutes les tensions et l'accueil n'était pas interrompu ou les contrôles qu'il y a eu, d'après mes connaissances, c'était surtout des recensements très très détaillés que j'ai pu avoir. Donc ils ont surtout recensé tous les Syriens qui sont là, mais il n'y a pas eu des évictions par exemple ou de masse ou ce type de politique quoi, de mesures. Je vais poser une question. Justement, tout à l'heure, on a mentionné que les municipalités ces dernières années avaient beaucoup contrôlé la construction pour empêcher qu'elle se développe. Alors, pour quelles raisons? Quelles étaient les motivations des municipalités pour intervenir comme ça, du coup, alors que, comme on l'avait vu auparavant, l'État, lui, reste non interventionniste sur ces questions-là? Alors, j'ai fait quelques entretiens avec des personnes dans les municipalités. J'avoue que j'étais pas loin dans mon enquête et j'ai pas eu une réponse claire sur la vision sur le long terme envisagée. Est-ce qu'on arrête de construire parce qu'il y a des projets en vue dans ces quartiers et comme j'ai déjà dit, il y a des recensements hyper détaillés de toutes les unités résidentielles, des nombres d'appartements, de la population, leur provenance, le nombre d'enfants, donc des recensements très très détaillés menés par l'Union des municipalités. Et donc c'est l'Union des municipalités de la banlieue sud et c'est surtout l'Union des municipalités qui contrôle les constructions illégales, mais je peux pas savoir, déjà dans le discours il y avait le fait d'éviter l'effondrement des immeubles, tous les risques parce que c'est quelque chose qui existe et aussi pour éviter de plus de chaos dans ces quartiers, mais bon c'était le discours un peu pour montrer une certaine image, mais bon j'avais pas des réponses plus profondes que ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout au fond. Oh, devant, madame d'abord. Merci. Alors, je voudrais d'abord commencer par féliciter Rouba et Rania Al-Khouri pour ce très très beau documentaire extrêmement touchant aussi, qui rend véritablement la réalité, enfin, j'ai envie de dire qu'on s'y croirait. Et donc, en regardant ce documentaire, j'ai revu un autre territoire d'exil à Beyrouth, avec la mer en moins bien sûr, qui est Sabra et Shatila, où il y a aussi énormément de réfugiés syriens, qui louent aussi à des prix
au-dessus du marché antérieur des pièces ou des appartements qui leur sont loués par les réfugiés palestiniens. Ce sont les réfugiés palestiniens qui louent maintenant aux réfugiés syriens. Et je me suis demandé quelle était la différence, parce qu'en apparence, enfin dans l'espace, le type d'espace, les ruelles, enfin en fait, il n'y a pas de plan de développement urbain, si on peut dire. Et je me suis souvenue du livre de Mona Harb sur la banlieue sud, qui était extrêmement intéressant et qui montrait que dans sa gestion de la banlieue, le Hezbollah, au fond, quelles que soient par ailleurs d'autres pratiques qui étaient un petit peu moins courantes, enfin, disons, de contrôle de la population, et bien au fond, sa gestion était identique à celle des autres quartiers et banlieues béoutines, chrétiennes ou autres, et c'est un peu ce que tu as dit quand tu as dit que c'est un peu le même modèle économique que dans d'autres quartiers où on laisse, là dans ce cas la rente immobilière, enfin l'économie libérale, quel que soit le niveau, fonctionner toute seule. Ça c'est ma première question. Et j'aurais voulu rebondir sur la question des relations entre les réfugiés et les habitants de la banlieue sud. Alors évidemment, les causalités comportementales et les approches qu'on peut avoir sont toujours multiples. Il n'y a jamais une seule cause, voilà, c'est une faute de méthode. Mais moi, je me souviens tout de même qu'il y a eu, alors je ne sais plus si c'est dans quel quartier, c'était Ouzari ou un autre, ou d'autres quartiers, mais qu'il y a eu quand même parfois des incidents assez graves, et même très graves. Voilà. Merci. Merci à toi, Nadine. Alors, pour la différence entre les Shatila, qui est un camp palestinien, et les quartiers qu'on appelle informels, je pense que, en termes de location, je pense que c'est un peu les mêmes pratiques. Ça ne change pas beaucoup, mais aux yeux de la population, ça change beaucoup en fait. Les habitants de ces quartiers sont d'être comparés au camp. C'est pas du tout la même chose, c'est différent. Et les camps sont marginalisés par ces habitants en fait. Donc ça c'est une grande différence que je vois dans les discours et aussi dans l'intervention des municipalités et de l'Union qui, moi j'ai pu faire des entretiens avec la police municipale qui me disait nous dans les camps on rentre pas. Voilà. Et donc il y a quand même une image très très stigmatisante envers les camps de la part de la population et de la part des autorités. Ensuite, oui. La violence des rapports. Oui, tout à fait, oui. Il y a des histoires de violence extrêmement fortes et aussi, il ne faut pas aussi oublier les mesures prises par les autorités locales et c'est pas non plus le cas unique de la banlieue sud par les municipalités libanaises d'une manière générale, d'interdiction de circulation des réfugiés après 19h. Il y a eu des moments où ils interdisaient d'embaucher les Syriens parce qu'ils prenaient les boulots des Libanais. Et ça, c'est le cas aussi dans ces quartiers. On pouvait voir des gros panneaux, des affiches d'interdiction de circulation. Et donc ça aussi, ce sont des formes de violence très très fortes de la part des autorités. Par rapport au camp palestinien, les Palestiniens ils sont arrivés il y a 74 ans au Liban. Il y a un état de discrimination totale vis-à-vis des Palestiniens. Il y a à peu près, je pense, 74 métiers où ils ne peuvent pas le pratiquer.
Et il y a aussi qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'accès à la propriété. Donc, et ils n'ont pas accès à l'éducation aussi. à l'éducation, il y a le droit. À l'université libanaise en tout cas. Oui, voilà, mais je dis, c'est-à-dire il y a le droit donc, jusqu'à le terminal, jusqu'à le bac. Donc voilà. Mais c'est-à-dire, oui, j'aimerais bien, mais je ne sais pas, c'est-à-dire, est-ce que les Syriens, ils ont le droit de travailler ou pareil comme les Palestiniens? Alors, de toute façon, leur travail, c'est dans l'informel. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles législations par rapport au travail des Syriens. Il y avait quelques secteurs comme le bâtiment ou l'agriculture où ils avaient le droit de travailler, je pense. Mais même dans ces métiers, c'est souvent dans l'informel, ce n'est pas déclaré. Et donc, même, ça suit un peu la même logique dans le sens où au début, les réfugiés pouvaient rentrer au Liban. Après, en 2016, on a imposé des permis qui coûtaient très cher, ce qui a basculé tout pour eux parce que pour certains, ils étaient dans l'illégalité en termes de séjour au Liban et on ne sait pas ce qui peut arriver après. Donc, c'est un peu la même logique quand même. Je voudrais juste ajouter quelque chose concernant le travail des étrangers au Liban. Il y a eu comment on appelle ça, un durcissement des législations depuis la guerre. Alors, d'une manière générale, tout étranger qui n'a pas un permis de travail, que ce soit le conjoint d'un expatrié ou un expatrié qui travaillait déjà depuis des années au Liban, alors, le conjoint d'expatrié, il doit signer en arrivant un document qui certifie, qui atteste qu'il ne va pas travailler. Il y a des Français qui travaillaient depuis 20 ans au Liban, notamment, moi je connais très bien le cas de quelqu'un qui était assistant d'un président d'université, à laquelle son permis de travail n'a pas été renouvelé. Ça, c'est le cas en général, pour favoriser l'emploi des Libanais. Pour les Syriens, c'est beaucoup plus dur parce que, comme le disait Eric, il y a les domaines où probablement les grands propriétaires fonciers ou ceux qui ont des grandes entreprises arrivent à... Parce que moi, j'ai eu affaire avec le ministère du Travail plusieurs fois, pas pour moi évidemment, et ils arrivent à faire renouveler tous les ans, c'est une procédure très bureaucratique, mais ils arrivent à faire renouveler pour des ouvriers qui sont payés 2 ou 3 fois moins qu'un Libanais, et qui sont payés en dessous du SMIC. À l'époque, c'était 600 000 livres, et les horaires de travail des Syriens, l'horaire de travail au Liban, il est réglementé jusqu'à entre 40 et 48 heures. C'est-à-dire que jusqu'à 48 heures par semaine, on est dans la légalité. Mais pour l'avantage d'avoir des employés syriens, c'est que le droit du travail ne s'applique pas. C'est comme pour les employés de maison, d'où les combats des associations de femmes, comme CAFA par exemple. Et donc on peut les faire travailler 7 jours sur 7. Voilà. Dans des emplois, je ne sais pas, dans une pâtisserie, dans un restaurant, voilà. Et pour les autres Syriens, on donne l'autorisation. Dès qu'il y a une petite spécialité, je ne sais pas moi, couturière, on ne peut pas avoir d'autorisation parce que c'est considéré comme un emploi qui est pris à la place d'un Libanais ou d'une Libanaise. Et lorsqu'on est pris en défaut d'employer un Syrien, les amendes à payer sont extrêmement élevées. Ça peut aller jusqu'à $10 000. Voilà. Je voulais juste dire que la situation est vraiment difficile de ce point de vue-là pour tout le monde au Liban. Merci. Donc Rouba, malheureusement, elle doit nous quitter. En tout cas, je la remercie très chaleureusement d'avoir partagé avec nous son documentaire. Eric aussi, un gros merci à toi d'avoir accepté de discuter ce travail. Merci encore une fois à vous de vous être déplacés et donc d'avoir regardé le film avec nous en personne.
Je vous donne rendez-vous pour mardi prochain. Cette fois-ci, ce sera donc un webinaire, toujours à 18h30. Et on aura l'occasion de suivre les travaux de l'historien Michel Tucherer et de l'artiste visuel Nabil Boutros, notamment sur leur dernier ouvrage, leur dernière coopération, qui s'intitule Hammam as-Sanaa. Et donc la question qu'on se pose, c'est une tradition bien vivante malgré la guerre. Et bien la réponse, ça sera dans le webinaire de la semaine prochaine à 18h30. Et d'ici là, portez-vous bien.